En 2022, un homme de 87 ans était connecté à un scanner cérébral quand son cœur s'est arrêté. Personne ne s'attendait à ce qui s'est passé ensuite. Dans les 30 secondes précédant et suivant sa mort, son cerveau ne s'est pas éteint. Il a explosé. Des ondes gamma, les oscillations cérébrales les plus rapides que nous connaissons, les mêmes motifs associés au rêve, à la mémoire et à la méditation profonde, ont déferlé à travers son cortex. Le cerveau mourant ne s'éteignait pas, il s'illuminait. Et ce qu'il semblait faire, c'était rejouer une vie. Ce soir, nous allons suivre cette découverte jusqu'au cœur de la question la plus profonde qu'un être humain puisse jamais affronter. Que se passe-t-il après la mort? La réponse implique une molécule que votre cerveau fabrique peut-être en ce moment même. Un phénomène qui fait que des patients atteints d'Alzheimer se réveillent et parlent pour la première fois en des années. Des cartes anciennes de l'au-delà qui correspondent à la neuroscience moderne avec une précision terrifiante. Et un physicien lauréat du prix Nobel qui croit que la conscience pourrait être tissée dans le tissu même de l'univers. Si cette exploration vous captive, un simple like et un abonnement compteraient énormément pour nous. L'homme avait 87 ans. Il était traité à l'hôpital universitaire de Tartu, en Estonie, pour une épilepsie qui s'était développée après un traumatisme crânien. Ses médecins avaient redéplacé un électroencéphalogramme sur sa tête pour surveiller son activité convulsive. C'était de la routine. Puis, sans avertissement, son cœur a lâché. L'équipe médicale n'était pas préparée, mais la machine était encore en marche. L'EEG a continué à enregistrer. Et dans cette fenêtre accidentelle, la science a obtenu son tout premier regard sur ce que fait un cerveau humain en train de mourir. Ce qu'ils ont vu n'était pas le silence. Ce n'était pas un lent fondu vers l'obscurité. Le cerveau mourant a explosé d'activité. Des ondes gamma, les oscillations cérébrales les plus rapides que nous pouvons mesurer. Les mêmes motifs associés à la perception consciente, à la pensée active, à la formation et à la récupération des souvenirs. Ce sont les ondes cérébrales qui s'activent quand vous êtes intensément concentré, quand vous méditez profondément, quand vous rêvez de manière vivide. Le chercheur qui analysa les données formula les choses avec précaution. Il dit que le cerveau pourrait jouer un dernier rappel d'événements importants de la vie, juste avant que nous mourions. Les mêmes motifs qui s'illuminent quand vous vous souvenez de votre enfance, quand vous rêvez de quelqu'un que vous aimez. Ces motifs ont explosé dans le cerveau mourant de cet homme, pas de manière aléatoire, en vagues organisées et cohérentes, comme si le cerveau, dans ces derniers instants, faisait quelque chose de délibéré. Mais c'était un seul patient, un seul enregistrement, un seul coup d'œil accidentel. La communauté scientifique avait besoin de davantage. Et en 2023, elle l'a obtenu. Une neuroscientifique de l'Université du Michigan, qui étudiait cette question depuis 2013, quand son laboratoire avait découvert des sursauts d'activité gamma dans les cerveaux de rats mourants, tourna son attention vers les humains. Son équipe surveilla 4 patients en arrêt cardiaque en utilisant un EEG continu. C'étaient des patients comateux, sans espoir de récupération. Leur famille avait accepté le retrait du support vital. Les casques EEG furent déplacés avant que les ventilateurs ne soient éteints. 2 des 4 patients montrèrent des sursauts massifs d'ondes gamma dans les moments suivant le retrait de leur ventilateur. L'activité était concentrée dans une région spécifique du cerveau, la jonction temporo-pariéto-occipitale. Cette zone se trouve à l'arrière du cerveau, où le lobe temporal, le lobe pariétal et le lobe occipital convergent. C'est l'une des régions les plus importantes dans la neuroscience de la conscience. C'est là que le cerveau intègre l'information sensorielle en une expérience unifiée. C'est la région qui s'active pendant les expériences hors du corps. Elle s'active pendant les rêves vivides. Et elle s'est illuminée comme un orage dans ces cerveaux mourants. La connectivité gamma n'était pas seulement locale.
Elle se propageait d'un hémisphère à l'autre, reliant l'arrière du cerveau au cortex préfrontal à l'avant, la région responsable de la pensée de haut niveau, de la prise de décision et de la conscience de soi. Le cerveau mourant ne tirait pas de manière aléatoire. Il communiquait avec lui-même. Les régions qui gèrent la perception parlaient aux régions qui gèrent le sens. Et voici le détail qui rend cela véritablement troublant. Les sursauts gamma continuaient après l'arrêt du cœur. Le cœur ne pompait plus de sang. L'oxygène n'atteignait plus le cerveau. Et pourtant, le cerveau était plus électriquement actif qu'il ne l'avait été dans les minutes précédant la mort, comme si la perte d'oxygène elle-même était le déclencheur. Comme si le cerveau, sentant la fin, répondait non pas par le silence, mais par une dernière symphonie désespérée d'activité. Un chercheur de l'Université de New York, l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la mort et de la réanimation, a argumenté que le processus de mort est réversible bien plus longtemps que nous ne l'avions jamais supposé. Ces recherches suggèrent qu'une activité cérébrale significative pourrait persister jusqu'à 1 heure après l'arrêt du cœur, possiblement même plus longtemps. Pensez à ce que cela signifie. Au moment où nous déclarons quelqu'un parti, son cerveau pourrait encore être actif, encore en train de traiter, encore en train d'expérimenter quelque chose dans un certain sens. Si le cerveau est aussi actif pendant la mort, alors qu'expérimente-t-il? Rejoue-t-il une vie? Génère-t-il un dernier rêve? Ouvre-t-il une porte que nous, les vivants, ne pouvons pas voir? Certaines personnes sont revenues de l'autre côté de cette porte. Et ce qu'elles décrivent est remarquablement cohérent à travers les cultures, les continents et les siècles. En 2014, la plus grande investigation scientifique de la mort jamais menée fut publiée. Elle s'étendit sur 15 hôpitaux à travers le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Autriche. Sur 4 ans, l'équipe de recherche suivit plus de 2000 patients qui avaient subi un arrêt cardiaque. Leur cœur s'était arrêté. Ils étaient cliniquement morts. Et puis certains d'entre eux sont revenus. Parmi les survivants qui purent être interviewés, 39% décrivirent une perception de conscience pendant la période où ils étaient cliniquement morts. Pas des sensations vagues, pas des fragments confus, des expériences structurées et significatives que beaucoup décrivirent comme plus réelles que la vie éveillée. Un patient en particulier attira l'attention de l'équipe de recherche. Son cœur s'était arrêté pendant 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, il n'avait pas de battement cardiaque. Aucun sang ne circulait. Selon la neuroscience standard, son cerveau aurait dû cesser de fonctionner en 20 à 30 secondes. Et pourtant, quand il fut réanimé, il décrivit les événements qui s'étaient déroulés dans la salle pendant ces 3 minutes. Il décrivit les actions du personnel médical. Il décrivit les sons des machines. Il décrivit des détails spécifiques qui furent ensuite vérifiés par les infirmières et les médecins qui avaient de travailler sur lui. Puis vint l'étude de suivi en 2023, encore plus ambitieuse, 25 hôpitaux, 567 patients en arrêt cardiaque. Et pour la première fois, 85 de ces patients furent surveillés par EEG continu pendant la réanimation cardio-pulmonaire. Des motifs d'ondes cérébrales, incluant des ondes delta, θ et alpha, furent détectés jusqu'à 60 minutes après que la mort clinique eût été déclarée. Le cerveau montrait des signes de récupération électrique organisés bien après dans le processus de réanimation. L'équipe de recherche émit l'hypothèse que le cerveau mourant subit un processus de désinhibition. Dans des circonstances normales, le cerveau possède des systèmes de freinage naturels, des réseaux inhibiteurs qui filtrent et contraignent l'expérience consciente. Quand le cerveau commence à mourir, ces systèmes de freinage défaillent, les filtres disparaissent, et ce qui émerge pourrait inclure l'accès à des souvenirs stockés, couvrant de l'enfance au moment de la mort, évalués non seulement comme des souvenirs personnels, mais du point de vue de la moralité. Ce dernier détail mérite qu'on s'y arrête.
De multiples survivants décrivirent non seulement se souvenir de leur vie, mais les revivre, et pas seulement les revivre de leur propre perspective. Ils décrivirent expérimenter l'impact émotionnel de leur action sur les autres, ressentir ce que les autres avaient ressenti, voir leur propre vie à travers les yeux de tous ceux qu'ils avaient affectés. En 1990, un psychiatre de l'Université du Nouveau-Mexique reçut quelque chose qu'aucun chercheur aux États-Unis n'avait obtenu depuis plus de 20 ans. L'autorisation fédérale d'administrer un psychédélique puissant à des volontaires humains. La drogue était la diméthyltryptamine, le DMT. Et ce que ces sujets rapportèrent au cours des 5 années suivantes allait remodeler la conversation sur la conscience, la mort et la frontière entre la science et le sacré. Le DMT n'est pas une découverte nouvelle. Les peuples indigènes du bassin amazonien l'utilisent depuis des siècles sous forme d'ayahuasca. Sous sa forme pure, quand il est injecté par voie intraveineuse, le DMT agit en quelques secondes. L'expérience dure environ 15 à 20 minutes. Et pendant ces minutes, les volontaires décrivirent des choses qui ressemblaient moins à un trip sous drogue qu'à un voyage dans une autre dimension. La dissolution complète de leur sens du moi. Se déplacer à travers des tunnels de lumière à une vitesse impossible. Rencontrer des êtres, des entités, des présences qui semblaient plus réelles que le monde éveillé. Des sentiments écrasants d'amour, de connaissance, d'unité avec quelque chose de vaste et d'incompréhensible. Certains décrivirent avoir vu leur vie entière défiler. Certains décrivirent avoir été informés que la mort n'était pas la fin. Et puis, en 2019, une étude changea le paysage. Une équipe de l'Université du Michigan découvrit que le gène pour l'enzyme clé nécessaire à la synthèse du DMT est exprimé non seulement dans la glande pinéale, mais à travers de multiples régions du cerveau. Ils le trouvèrent dans le cortex cérébral de rats et d'humains. Deuxièmement, ils mesurèrent les concentrations réelles de DMT dans les cerveaux de rats vivants. Les niveaux qu'ils trouvèrent étaient incomparables à la sérotonine et à la dopamine, deux des neurotransmetteurs les plus importants du cerveau. Le DMT n'était pas un sous-produit trace. Il était présent à des concentrations neurologiquement pertinentes. Troisièmement, et c'est la découverte qui compte le plus pour notre histoire, ils induisirent un arrêt cardiaque chez les rats. Et quand ils le firent, les niveaux de DMT dans le cortex visuel grimpèrent dramatiquement. Le cerveau, en commençant à mourir, produisait davantage de DMT. Et voici le détail qui pulvérisa l'hypothèse de la glande pinéale telle qu'elle avait été originellement conçue. Certains des rats avaient déjà eu leur glande pinéale chirurgicalement retirée. Le pic de DMT se produisit quand même. Le cerveau lui-même, pas seulement la glande pinéale, produisait et libérait du DMT pendant l'arrêt cardiaque. En 2018, une équipe de l'Imperial College de Londres administra du DMT intraveineux à des volontaires sains, puis leur demanda de compléter un questionnaire standardisé d'expérience de mort imminente, la même échelle utilisée pour évaluer les récits de survivants d'arrêt cardiaque. Le chevauchement était extraordinaire. Les sujets ayant reçu du DMT rapportèrent des expériences qui se superposaient presque identiquement à l'échelle d'expériences de mort imminente. Dissolution de l'ego, tunnel de lumière, rencontre avec des entités, un sentiment de transcendance, des sentiments de paix profonde et d'amour, la revue de vie, le sentiment de franchir un seuil. Point par point, l'expérience du DMT et l'expérience de mort imminente étaient structurellement identiques. En 2024, une revue trouva que le DMT interagit avec les récepteurs sigma 1 qui sont impliqués dans la neuroprotection, la neuroplasticité et la survie cellulaire. Le DMT pourrait ne pas être simplement une molécule qui génère des visions. Il pourrait être une molécule qui protège le cerveau pendant un stress extrême, un dernier recours chimique, le propre système d'urgence du cerveau, inondant le cortex d'une substance qui simultanément protège les neurones des dommages
et ouvre les portes de la perception aussi larges qu'elles iront. Avant d'aller plus loin dans les mystères de la conscience et de ce qui pourrait survivre au-delà du corps, nous devons regarder quelque chose que la plupart des gens préféreraient ne pas considérer. Un phénomène si étrange et si inexpliqué qu'il a ébranlé la confiance des neuroscientifiques qui pensaient comprendre comment le cerveau fonctionne. Des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, des personnes qui n'avaient pas parlé depuis des années, qui ne reconnaissaient pas leurs propres enfants, se réveillant soudainement et redevenant elles-mêmes, lucides, claires, présentes, et puis mourant. On appelle cela la lucidité terminale. Et cela devrait être impossible. Une femme de plus de 90 ans vivait avec la maladie d'Alzheimer depuis 9 ans. Elle n'avait pas reconnu son fils depuis des années. Elle ne pouvait pas vous dire où elle était. Elle ne pouvait pas former une phrase complète. Et puis, 24 heures avant sa mort, elle s'est réveillée. Elle a reconnu sa famille. Elle connaissait leur nom. Elle connaissait son propre âge. Elle connaissait le nom de l'établissement où elle se trouvait. Elle a tenu une conversation. Elle était présente d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis presque une décennie. Et puis le lendemain matin, elle était partie. La lucidité terminale fait référence au retour soudain et inattendu de la clarté mentale chez des patients atteints de maladies cérébrales sévères et irréversibles. Des patients atteints d'Alzheimer en phase terminale, qui n'ont pas parlé depuis des mois ou des années, parlent soudainement. Ils reconnaissent des membres de leur famille auxquels ils n'avaient pas répondu depuis des années. Ils se rappellent des souvenirs qui auraient dû être détruits avec les voix sonorales qui les stockaient. Ils expriment de l'amour, ils disent au revoir. Et puis, ils meurent. Voici pourquoi cela importe et pourquoi cela terrifie les neuroscientifiques. Le modèle dominant de la conscience en neurosciences est direct. Vos souvenirs, votre personnalité, votre sens du moi, tout cela est stocké dans la structure physique du cerveau. Quand ces connexions sont détruites, les fonctions qu'elles supportent sont détruites aussi. Définitivement, irréversiblement. La maladie d'Alzheimer détruit le cerveau systématiquement. Dans l'Alzheimer avancé, l'hippocampe, le centre de la mémoire du cerveau, est dévasté. Le cortex est criblé de dommages. Les scans cérébraux de patients en phase terminale montrent une perte tissulaire massive. Le cerveau a physiquement rétréci. Les structures qui stockaient des décennies de souvenirs ne sont pas simplement endommagées. Dans de nombreux cas, elles ont disparu. Et pourtant, la lucidité terminale se produit. Si un cerveau ravagé par des décennies de maladies neurodégénératives peut soudainement fonctionner parfaitement quelques minutes avant la mort, qu'est-ce que cela nous dit sur l'endroit où la conscience réside réellement? Est-elle entièrement dans les neurones? Est-elle un produit de la structure physique du cerveau? Ou le cerveau est-il quelque chose de plus semblable à un récepteur, un appareil qui se syntonise sur la conscience de la même manière qu'une radio se syntonise sur un signal? Un appareil qui peut être endommagé et cassé, et qui, dans ses derniers moments, capte l'émission une dernière fois. Il y a 4000 ans, sur les rives du Nil, une civilisation a construit sa culture entière autour d'une seule conviction. La mort n'était pas la fin, c'était une porte dangereuse, terrifiante, magnifique qui s'ouvrait sur un voyage à travers le monde souterrain. Les anciens Égyptiens ne traitaient d'aude pas la mort comme une abstraction. Ils la traitaient comme un problème d'ingénierie. Ils momifiaient leurs corps pour les préserver pour l'éternité. Ils remplissaient leurs tombes de nourriture, d'outils, de meubles et d'armes pour le voyage à venir. Ils écrivaient des manuels d'instruction détaillés pour les morts, des guides remplis de sorts, de mots de passe et d'avertissements. La scène la plus célèbre de toute la tradition funéraire égyptienne est celle qui attendait à la fin du voyage. La salle de Math, la salle de la vérité. Le défunt se tenait devant Osiris, le dieu des morts. 42 juges divins bordaient les murs. Anubis,
Le dieu à tête de chacal se tenait à côté d'une balance dorée. Le défunt devait réciter les confessions négatives, une litanie de 42 péchés qu'il prétendait ne pas avoir commis. Et puis venait la pesée. Anubis plaçait le cœur du défunt sur un côté de la balance. De l'autre côté, il plaçait la plume blanche de Mat, la plume de la vérité. Si le cœur était plus léger que la plume, le défunt était déclaré justifié. Il était autorisé à entrer dans le champ des roseaux, le paradis égyptien. Mais si le cœur était plus lourd, alors Hamout attendait. Hamout était une chimère, mi-crocodile, mi-lion, mi-hippopotame. Elle dévorait le cœur. Et avec cela, la personne cessait d'exister. Pas punie, anéantie, effacée complètement. Considérez les parallèles. Les survivants d'expériences de mort imminente décrivent une revue panoramique de la vie dans laquelle ils revivent leur existence entière. Une expérience de leurs actions évaluées, non pas de leur propre perspective, mais du point de vue de tous ceux qu'ils ont affectés. Une pesée morale. La salle de maths égyptienne et la revue de vie de la mort imminente moderne ne sont pas identiques. Mais les parallèles structurels sont saisissants. Dans les montagnes du Tibet, un autre texte, le Bardo Thodol, décrit l'au-delà non pas comme un voyage physique à travers un monde souterrain dangereux, mais comme un voyage à travers le paysage de votre propre esprit. Tout ce que vous voyez après la mort est une projection de votre propre conscience. Si vous le reconnaissez, vous êtes libéré. Les Nordiques ne dataient pas l'éternité. Ils promettaient un emploi. L'au-delà viking était une préparation pour la fin de tout. Les guerriers tombés au combat étaient emmenés au Valhalla, la grande salle d'Odin, où ils s'entraînaient pour le Ragnarök, la bataille finale. Chaque jour, ils combattaient. Chaque soir, ils festoyaient. Ils savaient qu'ils perdraient. Le Ragnarök était une certitude. Les Grecs construisirent une bureaucratie dans les ténèbres. 3 juges évaluaient la vie des morts et les assignaient à l'Élysée, aux prairies d'Asphodèle ou aux Tartares. Le christianisme, l'islam et le judaïsme, suivis par 4 milliards de personnes, ont leur propre réponse. La résurrection corporelle, le pont d'As-Sira, plus fin qu'un cheveu, le Olam Haba, le monde à venir. Et à travers toutes ces traditions, malgré les vastes différences de culture, de géographie, de langue et d'époque, certains motifs se répètent avec une cohérence troublante. Un voyage ou une traversée, des guides de l'âme, un jugement moral, de multiples destinations possibles. La question la plus profonde de toute la science reste sans réponse. Qu'est-ce que la conscience ? En 1995, un philosophe posa la question que personne ne pouvait résoudre. Il l'appela le problème difficile de la conscience. Pourquoi l'expérience subjective existe-t-elle ? Nous pouvons cartographier le cerveau jusqu'aux neurones individuels. Nous pouvons identifier quelles régions s'activent quand vous voyez le rouge, goûtez le chocolat, entendez la musique. Mais nous ne pouvons pas expliquer pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être vous. La vision dominante en neurosciences est que la conscience est produite par le cerveau. Détruisez le cerveau, détruisez la conscience. Mais malgré plus d'un siècle de neurosciences, personne n'a produit une théorie qui explique comment l'expérience subjective émerge des processus physiques. La corrélation entre activité cérébrale et expérience consciente est au-delà de tout doute. Mais corrélation n'est pas causalité. Dans les années 1990, 2 scientifiques de domaines très différents formèrent un partenariat improbable. Un mathématicien et physicien d'Oxford qui allait remporter le prix Nobel de physique en 2020, et un anesthésiste de l'Université d'Arizona. Ensemble, ils proposèrent que la conscience n'émerge pas de la complexité computationnelle des réseaux neuronaux. Elle naît de processus quantiques se produisant à l'intérieur de minuscules structures dans les neurones appelées microtubules. La théorie, appelée réduction objective orchestrée,
propose que des superpositions quantiques s'accumulent dans les protéines des microtubules à l'intérieur des neurones. Quand ces superpositions atteignent un seuil critique, elles s'effondrent. Et chaque effondrement est un moment d'expérience consciente. Dans ce cadre, la conscience n'est pas quelque chose que le cerveau calcule. C'est quelque chose à quoi le cerveau se syntonise. La conscience n'est pas une propriété émergente de la complexité. C'est une caractéristique fondamentale de l'univers. Et le cerveau est l'instrument qui y accède. En 2024, des chercheurs administrèrent une drogue qui stabilise les microtubules à des rats. Les rats qui reçurent sur la drogue mirent plus d'1 minute de plus à perdre conscience sous anesthésie. Si les microtubules étaient traités purement structuraux, les stabiliser ne devrait pas affecter l'anesthésie, mais c'est ce qui s'est passé. En 2025, des preuves expérimentales directes d'effets quantiques dans les microtubules à température ambiante furent publiées. Ce que cela signifie pour la mort est vertigineux. Si la conscience est un phénomène quantique, si elle naît de processus quantiques dans les microtubules, alors l'information qui constitue votre expérience consciente est fondamentalement de nature quantique. Et l'un des principes les plus profonds de la mécanique quantique est que l'information quantique ne peut pas être détruite. Elle peut être transformée, elle peut être dispersée, mais elle ne peut pas être annihilée. Quand une personne meurt, l'information quantique dans ces microtubules ne disparaît pas. Elle se dissipe dans l'univers. Un biologiste des cellules souches, nommé l'une des 100 personnes les plus influentes au monde, alla encore plus loin. Il proposa que la conscience ne crée pas l'univers, mais que l'univers émerge de la conscience. L'espace et le temps ne sont pas des réalités objectives qui existent indépendamment de l'observation. Ce sont des outils de la perception biologique. Si la conscience est fondamentale, elle ne peut pas être détruite par la mort d'un corps biologique particulier. Le corps est un véhicule temporaire. La conscience est ce qui le conduit. Voici ce que nous pouvons dire avec certitude. Vous avez déjà mouru et êtes rené d'innombrables fois. Les atomes de votre corps sont remplacés continuellement. Votre peau est entièrement nouvelle toutes les 2 à 3 semaines. Vos globules rouges sont remplacés tous les 4 mois. Votre squelette est entièrement remodelé tous les 10 ans. Le vous qui existe maintenant n'est pas matériellement le même vous qui existait il y a 7 ans. Presque chaque atome a été échangé. Et pourtant, vous persistez. Votre sens de la continuité, votre sentiment d'être la même personne que vous étiez hier, l'an dernier et il y a 10 ans, survit au remplacement complet de votre substance physique. Ce qui fait que vous êtes vous, ce ne sont pas les atomes eux-mêmes, c'est le motif, l'organisation, l'information. Chaque atome de votre corps a été forgé dans l'intérieur d'une étoile. L'hydrogène dans l'eau qui compose 60% de votre corps a été créé dans les premières minutes après le Big Bang. Le carbone dans vos muscles, l'azote dans votre ADN, le calcium dans vos os, le fer dans votre sang, tous ces éléments plus lourds ont été produits dans les fournaises nucléaires d'étoiles massives. Des étoiles qui ont brûlé pendant des millions d'années puis ont explosé en supernovae, dispersant leurs restes élémentaires à travers la galaxie. Vous n'êtes pas métaphoriquement fait de poussière d'étoiles. Vous êtes littéralement construit à partir des débris d'étoiles en explosion. Quand vous mourrez, ces atomes réentrent dans le cycle. En 1 an d'enterrement, les atomes qui étaient autrefois vous sont incorporés dans le sol, dans les plantes, dans les insectes, dans les corps d'autres organismes. Un seul corps humain contient assez de carbone, d'azote, de phosphore et d'autres éléments pour soutenir un écosystème de prairies entier. Votre mort nourrit une vie nouvelle, pas poétiquement, chimiquement, mesurablement, littéralement. Nous avons parcouru un long chemin ce soir. Du scanner cérébral d'un vieil homme en Estonie aux ondes gamma dans des cerveaux mourants au Michigan. Des salles d'opération où des survivants d'arrêt cardiaque décrivent des choses qu'ils n'auraient pas dû pouvoir voir.
au laboratoire où le cerveau des rats s'est inondé de DMT quand leur cœur s'est arrêté, des chevets de patients Alzheimer qui se sont réveillés une dernière fois, à la salle de maths où Anubis pesait le cœur contre une plume, des bardos du Tibet au Valhalla des Nordiques, du problème difficile de la conscience aux vibrations quantiques dans les microtubules. Et voici où nous atterrissons. Que la mort soit une porte ou un mur, qu'elle mène au chant des roseaux, au bardo, au Valhalla, à la dissipation quantique ou simplement à rien. Le fait que votre conscience existe en ce moment même, entendant ces mots, pensant ces pensées, se questionnant sur sa propre mortalité, est l'événement le plus improbable et le plus inexpliqué de l'univers connu. Chaque atome de votre corps a été forgé dans une étoile mourante. Chaque molécule de votre cerveau fait partie d'une chaîne de chimie qui remonte à l'origine de la vie sur cette planète. Chaque souffle que vous prenez vous connecte à chaque organisme qui a jamais respiré. Vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous êtes l'univers temporairement organisé en une personne, temporairement conscient de lui-même, temporairement en train de poser la question. Quoi qu'il vienne ensuite, vous étiez ici. Vous avez existé. Vous vous êtes émerveillé. Et cela, selon tout standard, scientifique, spirituel ou mythologique, est extraordinaire. Il faut revenir sur la phénoménologie des expériences de mort imminente avec davantage de détails, parce que la cohérence de ces témoignages à travers les cultures et les siècles constitue l'un des aspects les plus remarquables de cette investigation. Les thèmes qui émergent des milliers de récits collectés par les chercheurs ne sont pas des fragments aléatoires d'un cerveau en détresse. Ils forment un schéma narratif cohérent, qui se répète avec une régularité troublante. La séparation du corps. Les survivants décrivent flotter au-dessus d'eux-mêmes, regardant leur propre corps et l'équipe médicale travaillant sur eux. Beaucoup décrivent un sentiment de détachement calme, observant la scène en dessous sans douleur ni peur. Ils rapportent voir des détails spécifiques de la salle, la position des instruments, les gestes des médecins, les mots prononcés par le personnel, et dans certains cas, ces détails sont vérifiés après coup. Le tunnel ou passage de lumière. Beaucoup décrivent se déplacer à travers un espace sombre vers une luminosité écrasante. La lumière n'est pas décrite comme aveuglante ou dure. Elle est décrite comme chaude, accueillante et profondément aimante. Ce n'est pas la lumière d'un projecteur ou d'un soleil. C'est une lumière qui semble émaner de partout à la fois. Et les gens qui l'ont vue disent qu'elle portait avec elle une qualité d'amour inconditionnel qui dépasse tout ce qu'ils avaient jamais connu dans leur vie éveillée. Les rencontres avec d'autres. Les survivants décrivent fréquemment rencontrer des parents décédés, des amis ou des figures qu'ils interprètent comme des êtres spirituels. Ces rencontres sont décrites comme profondément réelles, pas oniriques. Les personnes rencontrées semblent en bonne santé, heureuses et communicatives. Parfois, les survivants rapportent avoir rencontré des parents qu'ils ne savaient pas être morts. Un détail qui est parfois confirmé après leur réanimation, quand ils apprennent le décès récent de cette personne. La revue de vie. C'est peut-être l'élément le plus universellement rapporté et le plus profondément transformateur. Les survivants décrivent une relecture panoramique de leur vie entière, vécue non pas séquentiellement, mais simultanément, avec tout le poids émotionnel intact. Beaucoup décrivent ressentir l'impact de leur gentillesse et de leur cruauté sur les autres. Ils ne voient pas simplement ce qu'ils ont fait. Ils ressentent ce que les autres ont ressenti en conséquence de leur action. C'est un miroir moral d'une précision impitoyable, et les survivants rapportent que cette expérience les a changés profondément et définitivement. La frontière. Un bord, une limite, une ligne, une rivière, une porte au-delà de laquelle il n'y a pas de retour. Les survivants décrivent atteindre ce point et être informés ou sentir qu'ils doivent revenir en arrière, que ce n'est pas leur moment. Certains décrivent un choix,
D'autres décrivent être renvoyés contre leur volonté, avec un sentiment de perte profonde en quittant cet endroit de paix et d'amour pour retourner dans un corps de douleur et de limitation, et un sentiment écrasant de paix. Presque universellement, les survivants décrivent un sentiment d'amour et d'acceptation si profond que beaucoup résistent au retour dans leur corps. Beaucoup disent que c'était l'expérience la plus réelle de leur vie. Pas réelle au sens de vivide ou intense. Réelle au sens fondamental, comme si la vie ordinaire était un rêve et que cette expérience était l'éveil. L'explication sceptique standard est directe. Le cerveau meurt. Il est privé d'oxygène. Il est inondé de neurochimiques. Et dans sa détresse finale, il génère une hallucination. Une hallucination vivide et réconfortante conçue par l'évolution pour faciliter le processus de la mort. Le tunnel de lumière est simplement le cortex visuel qui dysfonctionne quand le flux sanguin diminue. Le sentiment de paix est une décharge d'endorphines. La revue de vie est une activation aléatoire de la mémoire. Les rencontres avec les morts sont un accomplissement de désir. Cette explication est plausible. Des parties en sont presque certainement correctes. Le cerveau mourant est une tempête neurochimique. Et une partie de ce que les gens vivent pendant les expériences de mort imminente est probablement le produit de cette tempête. Mais l'explication sceptique a un problème. Elle ne peut pas facilement rendre compte des perceptions vérifiées. Les patients qui rapportent des détails spécifiques, la position des instruments médicaux, les mots prononcés par le personnel, les actions entreprises pendant la réanimation, des détails confirmés par les personnes présentes dans la salle. Si ces expériences étaient purement des hallucinations internes générées par un cerveau mourant, comment le cerveau a-t-il acquis des informations précises sur des événements externes qui se sont produits alors qu'il était sans activité mesurable? Le DMT apporte une pièce supplémentaire fascinante au puzzle. Nous savons maintenant que cette molécule est produite naturellement par le cerveau humain, que ses niveaux augmentent pendant l'arrêt cardiaque, que les expériences qu'elle produit quand elle est administrée de l'extérieur sont structurellement identiques aux expériences de mort imminente, que le DMT interagit avec les récepteurs sigma, un impliqué dans la neuroprotection, et que le cerveau lui-même, pas seulement la glande pinéale, est capable de le produire et de le libérer. Si le cerveau mourant libère un flot de DMT endogène, comme l'étude de 2019 l'a montré chez les rats, cette décharge pourrait temporairement restaurer la connectivité dans un cerveau dévasté par l'Alzheimer. Cela pourrait expliquer la lucidité terminale. Cela pourrait expliquer les sursauts d'activité gamma. Cela pourrait expliquer pourquoi le cerveau mourant s'illumine au lieu de s'éteindre. La molécule qui génère les visions les plus extraordinaires connues de la science humaine est la même molécule que le cerveau produit naturellement au seuil de la mort. Ce n'est probablement pas une coïncidence. C'est probablement un mécanisme, un système d'urgence biologique que l'évolution a affiné sur des centaines de millions d'années pour faire face au moment le plus critique de la vie d'un organisme. Mais il y a une question que le DMT seul ne peut pas résoudre. Et c'est la question de la vérification. Comment les gens voient-ils des choses qu'ils ne devraient pas pouvoir voir? Comment un homme dont le cœur est arrêté depuis 3 minutes décrit-il avec précision ce qui s'est passé dans la salle pendant ces 3 minutes? Si le DMT génère des hallucinations internes, aussi vivides et structurées soient-elles, comment ces hallucinations contiennent-elles des informations factuellement correctes sur le monde externe? C'est le fossé que ni la neurochimie ni la psychologie n'ont réussi à combler. Et c'est ce fossé qui maintient la porte ouverte à des interprétations qui vont au-delà du matérialisme strict. Passons maintenant au panorama complet des visions de l'au-delà à travers les civilisations, parce que la cohérence de ces visions à travers des cultures qui n'ont jamais eu de contact entre elles est l'un des phénomènes les plus remarquables de l'histoire humaine. Les Aztèques, qui n'ont jamais rencontré les Égyptiens,
décrivait un voyage souterrain à travers 9 niveaux pendant 4 ans avant d'atteindre le repos final. Les traditions aborigènes d'Australie, sans aucun contact avec les Grecs, décrivaient un retour de l'esprit au temps du rêve, la dimension créative éternelle qui sous-tend et génère la réalité physique. Les traditions hindoues, sans contact avec les Vikings, décrivaient un jugement par le dieu de la mort Yama et une renaissance selon le karma accumulé. Et les traditions chinoises décrivaient un passage à travers Diyu, un monde souterrain multiniveau où les âmes sont jugées et punies avant d'être réincarnées. À travers toutes ces traditions, les mêmes structures architecturales reviennent, un voyage ou une traversée. Une rivière, un pont, un tunnel, un passage d'un royaume à un autre. Des guides, des êtres dont le rôle est d'escorter les morts à leur destination. Un jugement ou une évaluation morale. De multiples destinations possibles. Et l'importance des rites funéraires accomplis par les vivants. Ces motifs précèdent tout contact entre les cultures. Ils émergent indépendamment sur tous les continents, à toutes les époques, et ils ressemblent de manière troublante à ce que les survivants d'expériences de mort imminente décrivent dans les études cliniques modernes. La théorie de la réduction objective orchestrée mérite aussi un développement plus approfondi. Parce que si cette théorie est correcte, les implications pour notre compréhension de la mort sont absolument stupéfiantes. La théorie propose que la conscience n'est pas un sous-produit de la computation neuronale. Elle est un aspect fondamental de la réalité physique elle-même, ancré dans les processus quantiques qui se produisent dans les microtubules des neurones. Si c'est vrai, alors la conscience n'est pas générée par le cerveau. Elle est canalisée par le cerveau. Le cerveau est une antenne, pas un générateur. Et la mort du cerveau n'est pas la mort de la conscience, c'est la destruction de l'antenne. Le signal continue. L'objection principale à cette théorie a toujours été que le cerveau est trop chaud, trop humide et trop bruyant pour que des effets quantiques y survivent. La cohérence quantique, le maintien de superposition quantique, nécessiterait des températures proches du zéro absolu et un isolement total des perturbations externes. Un cerveau à 37 degrés, saturé d'activité biochimique, semblait être le dernier endroit où l'on trouverait des processus quantiques. Mais la biologie quantique a systématiquement sapé cette objection au cours des 2 dernières décennies. La cohérence quantique a été démontrée dans la photosynthèse, dans les systèmes de navigation des oiseaux migrateurs et dans le système olfactif. La biologie, semble-t-il, a peut-être évolué pour exploiter les effets quantiques dans des environnements chauds et humides. Et il y a le principe de non-destruction de l'information quantique. L'information quantique ne peut pas être complètement détruite. Elle peut être transformée. Elle peut être dispersée. Elle peut être brouillée au-delà de tout espoir pratique de récupération. Mais elle ne peut pas être annihilée. Ce principe sous-tend l'un des grands débats de la physique théorique, le paradoxe de l'information du trou noir, et le consensus actuel, après des décennies de travail, est que l'information est conservée. Si la conscience est de nature quantique, si elle naît de processus quantiques dans les microtubules, et si l'information quantique ne peut pas être détruite, alors la mort du cerveau ne détruit pas l'information qui constitue la conscience. Cette information se dissipe dans l'univers. Elle continue d'exister sous une forme que nous ne pouvons pas encore mesurer ou décrire. Et c'est exactement ce que les traditions mystiques du monde entier disent depuis des millénaires. Que quelque chose survit, que la mort n'est pas la fin, que le corps est un véhicule temporaire et que ce qui l'habite est plus fondamental que la matière. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas si la conscience peut exister indépendamment d'un cerveau fonctionnel. Nous ne savons pas si les expériences de mort imminente représentent une perception réelle de quelque chose au-delà du monde physique ou des artefacts neuro-sophistiqués générés par un cerveau en détresse.
Nous ne savons pas si le soi, le motif spécifique qui est vous, vos souvenirs et votre personnalité, votre identité, peut survivre sous quelque forme que ce soit au-delà de la mort biologique. Et nous ne connaissons pas la nature fondamentale de la conscience elle-même. Ce ne sont pas des lacunes mineures, ce sont les lacunes qui comptent le plus. Et ce sont les lacunes que chaque religion, chaque mythologie, chaque philosophie et chaque théorie scientifique que nous avons examinée ce soir essaie de combler. Mais il y a quelque chose de remarquable dans la convergence à travers tout le matériel que nous avons couvert. Certains thèmes continuent de revenir quel que soit le cadre. L'évaluation morale. La revue de vie, la pesée du cœur, le bilan karmique, l'un après l'autre, les traditions s'accordent sur le fait que le moment de la mort implique une comptabilité de la façon dont vous avez vécu. Une transition, pas une terminaison instantanée. Le cerveau ne s'éteint pas comme un interrupteur. La mort est un processus qui se déploie sur des minutes, possiblement des heures. Chaque tradition que nous avons examinée décrit des étapes. La dissolution des éléments dans le bardeau, le voyage à travers le doigt, la traversée de la rivière, le passage à travers le tunnel. La mort n'est pas un mur, c'est un corridor. La dissolution du soi suivie de quelque chose d'autre. Et l'importance de la manière dont vous avez vécu. Karma, pesée du cœur, revue de vie, jugement des âmes. À travers les traditions séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années, le message est le même. Ce que vous avez fait compte. Pas seulement dans cette vie, au seuil de tout ce qui vient après. Que la mort soit une porte ou un mur, que la matérialisme ait raison ou que la conscience survive, la conclusion est la même. Cette vie compte. Comment vous la vivez compte. Ce que vous faites de votre temps ici, aussi bref soit-il contre la toile de fond de l'éternité, compte. Que la mort mène au chant des roseaux, au bardo, au valhalla, à la dissipation quantique ou simplement à rien, le fait que votre conscience existe en ce moment même, entendant ces mots, pensant ces pensées, se questionnant sur votre propre mortalité, est l'événement le plus improbable et le plus inexpliqué de l'univers connu. Chaque atome de votre corps a été forgé dans une étoile mourante. Chaque molécule de votre cerveau fait partie d'une chaîne de chimie qui remonte à l'origine de la vie. Chaque souffle que vous prenez vous connecte à chaque organisme qui a jamais respiré. Vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous êtes l'univers temporairement organisé en une personne, temporairement conscient de lui-même, temporairement en train de poser la question. Quoi qu'il vienne ensuite, vous étiez ici. Vous avez existé. Vous vous êtes émerveillé. Et cela, selon tout standard, est extraordinaire. Et si les 30 dernières secondes de votre vie sont véritablement une symphonie de gamma plutôt qu'un silence, si votre cerveau s'illumine d'une lumière que vous seul pouvez voir, si le DMT déverrouille une porte que la biologie a construite pour ce moment précis, alors la mort n'est pas ce que nous pensions. Ce n'est pas un interrupteur qui s'éteint, c'est un feu d'artifice qui s'allume. Un dernier acte d'éclat dans un univers qui, malgré tout son silence apparent, semble avoir préparé quelque chose d'extraordinaire pour la fin. Dormez bien. Les étoiles dont vous êtes fait brilleront longtemps après vous, et peut-être, juste peut-être, une partie de vous brillera avec elles. Revenons aux détails fascinants de ce que le corps fait sans vous, parce que la réalité physique de la mort est non seulement biologique, mais aussi poétique d'une manière que la plupart des gens ne soupçonnent pas. Le moment où le cœur s'arrête, une cascade de changements physiques commence. Le sang cesse de circuler. La livraison d'oxygène s'arrête. Et les cellules, privées de l'énergie dont elles ont besoin pour maintenir leur membrane et leur processus, commencent à mourir. Mais elles ne meurent pas toutes en même temps. Le processus est graduel, organe par organe, cellule par cellule. La pâleur mortice apparaît en quelques minutes. Sans circulation, le sang se draine des capillaires près de la surface de la peau, laissant une apparence cireuse et gris-blanc.
En même temps, l'algore mortis commence. Le corps se refroidit sans la chaleur métabolique générée par des billions de cellules vivantes. La température corporelle chute d'environ 1,5 degré par heure, s'égalisant lentement avec l'environnement ambiant. En 20 minutes, à 2 heures, la lividité cadavérique apparaît. Sans le cœur pour le pousser, le sang obéit à la gravité. Il s'accumule dans les parties les plus basses du corps, créant une décoloration sombre visible à travers la peau. Puis vient la rigidité cadavérique, environ 2 à 6 heures après la mort. Les muscles se raidissent parce que sans ATP, l'énergie cellulaire, les filaments d'actine et de myosine qui permettent aux muscles de se contracter et de se relâcher restent verrouillés ensemble. La rigidité commence dans les petits muscles, les paupières, la mâchoire, le cou, puis progresse vers le bas du corps sur environ 12 heures. Mais même à ce stade, toutes les cellules ne sont pas mortes. Certaines cellules peuvent survivre des heures après l'arrêt du cœur. Des globules blancs dans un cadavre ont été trouvés vivants pendant des jours. Des cellules de peau peuvent être cultivées à partir de cadavres jusqu'à 24 heures après la mort. La frontière entre la vie et la mort n'est pas une ligne nette, c'est un gradient. Et puis le corps commence à se consommer lui-même. Sans oxygène, les cellules deviennent acides. Leurs membranes se rompent et les enzymes qui étaient autrefois contenues à l'intérieur de ces cellules se déversent dans le tissu environnant et commencent à digérer tout ce qu'elles touchent. C'est l'autolyse. Le pancréas est habituellement le premier organe à disparaître. Il est chargé d'enzymes digestives puissantes qui, dans la vie, sont soigneusement contenues. Dans la mort, elles sont libérées. Le pancréas se digère essentiellement lui-même. Et cela nous amène à la deuxième vague. Les bactéries. Dans la vie, votre système immunitaire maintient vos bactéries intestinales en échec. Environ 39 billions de cellules bactériennes vivent à l'intérieur d'un corps humain sain. Elles ne sont pas des envahisseurs. Ce sont des partenaires. Mais au moment où le système immunitaire s'éteint, le partenariat prend fin. Les bactéries intestinales commencent à consommer les parois intestinales. Elles se répandent dans le flux sanguin, dans les organes, dans des tissus qu'elles n'étaient jamais censées atteindre. Elles produisent des gaz en se nourrissant, principalement du sulfure d'hydrogène, du méthane et de l'ammoniac. En 3 à 5 jours, ces gaz commencent à gonfler le corps. Pendant ce temps, le monde extérieur a trouvé le corps. Les mouches à viande peuvent détecter la signature chimique de la mort à des kilomètres de distance. Elles arrivent en quelques heures, parfois en quelques minutes, pondant des œufs dans les ouvertures naturelles. Les œufs éclosent en asticots en 24 heures. Les asticots sont les décomposeurs biologiques les plus efficaces de la planète. Une masse d'asticots peut élever la température d'un corps en décomposition de 10 degrés par leur activité métabolique collective. Ils consomment les tissus mous avec une rapidité remarquable. Un corps humain peut être réduit à un squelette en aussi peu que 9 jours dans des conditions chaudes et exposées. Et voici où la science devient étrangement poétique. Chaque atome de votre corps a été forgé dans l'intérieur d'une étoile. Le carbone dans vos muscles, le calcium dans vos os, le fer dans votre sang, tout cela a été créé dans les fournaises nucléaires d'étoiles qui ont brûlé et explosé il y a des milliards d'années. En mourant, ces atomes ne disparaissent pas. Ils réintègrent le cycle. En 1 an d'enterrement, les atomes qui étaient autrefois vous sont incorporés dans le sol, dans les plantes, dans l'eau, dans les insectes, dans les corps d'autres organismes. Un arbre poussant au-dessus d'une tombe est, dans un sens chimique très réel, construit en partie à partir de la personne enterrée en dessous. La recherche dans les installations d'anthropologie médico-légale a démontré qu'un corps en décomposition crée une explosion d'activité écologique. Le sol sous et autour d'un corps devient dramatiquement enrichi. La croissance des plantes dans ces zones est plus vigoureuse.
La diversité microbienne augmente. Le corps en mourant devient une source de vie. Le mouvement de l'inhumation écologique et la pratique émergente du compostage humain embrassent cette réalité directement. Plutôt que d'embaumer le corps et de le sceller dans un cercueil métallique à l'intérieur d'un caveau en béton, ces pratiques retournent le corps à la terre comme un acte délibéré de continuation écologique. Dans un cadre purement matérialiste, c'est l'au-delà, pas le paradis, pas la réincarnation, la redistribution. Les atomes qui étaient vous deviennent l'herbe, deviennent le cerf qui mange l'herbe, deviennent le sol qui nourrit l'arbre, deviennent l'air qui remplit une autre paire de poumons. Le cycle ne se termine pas. Il se transforme. Mais revenons aux implications philosophiques les plus profondes de cette investigation, parce que la question qui se pose au bout de toutes ces données, de toutes ces traditions, de toutes ces théories, est une question qui n'aura peut-être jamais de réponse définitive. Et c'est peut-être le point le plus important de tout ce que nous avons exploré ce soir. Le philosophe, qui nomma le problème difficile de la conscience, distingua entre les problèmes faciles et le problème difficile. Les problèmes faciles ne sont pas réellement faciles. Ils sont énormément complexes. Mais ils sont faciles en principe parce que ce sont des problèmes de fonction. Comment le cerveau traite-t-il l'information sensorielle? Comment intègre-t-il les données de différentes modalités? Comment dirige-t-il l'attention? Comment génère-t-il le comportement? Ce sont des questions d'ingénierie. Avec assez de temps et de technologie, nous pouvons y répondre. Le problème difficile est différent. Il demande pourquoi tout ce traitement fonctionnel est accompagné d'expérience. Pourquoi y a-t-il une vie intérieure? Pourquoi ne sommes-nous pas ce que les philosophes appellent des zombies philosophiques, des machines biologiques qui traitent l'information et génèrent le comportement de manière identique à des êtres conscients, mais sans aucune expérience subjective? De l'extérieur, un zombie serait indistinguable d'une personne consciente. Il marcherait, parlerait, rirait, pleurerait, et prétendrait avoir des sentiments. Mais à l'intérieur, il n'y aurait rien. La vue dominante en neurosciences est que la conscience est produite par le cerveau. C'est un produit de l'activité neuronale. Quand les neurones tirent dans certains motifs, la conscience émerge de la même manière que l'humidité émerge des molécules d'eau. C'est ce que le cerveau fait. Détruisez le cerveau, détruisez la conscience. La mort est la fin permanente de l'expérience subjective. C'est la position matérialiste. Et elle est soutenue par d'énormes quantités de preuves. Les lésions cérébrales changent la personnalité. Les drogues altèrent la conscience. Des régions cérébrales spécifiques sont de manière fiable associées à des fonctions mentales spécifiques. Mais malgré plus d'un siècle de neurosciences, personne n'a produit une théorie de la conscience qui explique comment l'expérience subjective naît de processus physiques. La corrélation entre activité cérébrale et expérience consciente est au-delà de tout doute, mais corrélation n'est pas causalité. Et l'écart explicatif entre l'activité neuronale et l'expérience subjective reste aussi large qu'il l'était il y a 30 ans. L'hypothèse du cerveau récepteur n'est pas nouvelle. Le père de la psychologie américaine proposa une version en 1898. Il argumenta que le cerveau pourrait transmettre la conscience de la même manière qu'un prisme transmet la lumière. Le prisme façonne la lumière, il la filtre, il la décompose en couleurs, mais le prisme ne crée pas la lumière. La lumière existe indépendamment. Détruisez le prisme, et la lumière n'est pas détruite. Elle passe simplement à travers sans être filtrée. Un écrivain célèbre élargit cette idée dans les années 1950. Il proposa que le cerveau fonctionne comme une valve de réduction, filtrant la totalité écrasante de la conscience en un filet gérable qui nous permet de survivre dans le monde physique. Les drogues psychédéliques, suggéra-t-il, ouvrent temporairement la valve, permettant à davantage du signal de passer.
et la mort retire la valve entièrement. Cette hypothèse reste minoritaire en neurosciences. La plupart des chercheurs la considèrent infalsifiable et donc non scientifique, mais elle n'a jamais été réfutée. Et certaines observations que nous avons déjà discutées ce soir sont très difficiles à expliquer sous le modèle matérialiste standard. La lucidité terminale, un cerveau détruit par des décennies d'Alzheimer produisant soudainement une cognition parfaite. Les perceptions vérifiées pendant les expériences de mort imminente, des patients décrivant avec précision des événements qui se sont produits alors que leur cerveau était sans activité. Le problème de la mesure en physique quantique, où l'acte d'observation semble affecter la réalité physique. Ni l'une ni l'autre position n'a été scientifiquement prouvée. La position matérialiste est une hypothèse soutenue par la corrélation, pas un mécanisme démontré. La position du récepteur est une hypothèse soutenue par des anomalies, pas un mécanisme démontré. Nous ne savons pas laquelle est vraie, mais de toute façon, la conclusion est la même. Cette vie compte, comment vous la vivez compte. Que la mort soit une annihilation ou une porte, chaque moment de conscience est un événement d'une rareté et d'une préciosité incalculables dans un univers très largement inconscient. Chaque acte de gentillesse, chaque conversation, chaque coucher de soleil, chaque main tenue dans l'obscurité est un univers de sens dans un cosmos de silence. Si c'est tout ce qu'il y a, alors le fait que cela existe du tout est la chose la plus extraordinaire qui se soit jamais produite. Et si la mort est une porte, si la conscience survit sous une certaine forme, si l'information quantique qui constitue votre expérience continue au-delà du corps, alors la manière dont vous avez vécu compte d'une façon qui s'étend au-delà de cette vie. La revue de vie arrive. La pesée du cœur est réelle. Le karma s'accumule. Et ce que vous emportez avec vous dans ce qui vient ensuite n'est pas votre richesse ou votre statut ou vos possessions, c'est le poids de vos actions, la gentillesse que vous avez montrée, l'amour que vous avez donné, le mal que vous avez causé, la vérité que vous avez dite. Il y a une beauté étrange dans le fait que cette question, la plus profonde que l'humanité ait jamais posée, est aussi la plus personnelle. Ce n'est pas une question sur les particules ou les champs ou les équations. C'est une question sur vous, sur ce que c'est que d'être vous en ce moment même, sur ce qui se passera quand vous ne serez plus là, sur ce que signifie avoir existé du tout dans un univers qui ne devait rien à personne et qui a quand même produit la conscience, la beauté, l'amour, la curiosité et la capacité de se poser des questions sur sa propre fin. Les scientifiques continueront de chercher des réponses. Les religions continueront de les offrir. Les philosophes continueront de poser la question. Et chacun d'entre nous, un jour, fera l'expérience de la réponse directement, d'une manière qu'aucun livre, aucune théorie, aucune tradition ne peut pleinement préparer. En attendant, les étoiles dont nous sommes faits brûlent au-dessus de nous. Le cerveau dont nous sommes dotés s'illumine de milliards de connexions synaptiques. La molécule qui pourrait être la clé de tout se synthétise peut-être dans nos neurones en ce moment même. Et quelque part, dans les 30 dernières secondes d'une vie, un cerveau mourant joue une dernière symphonie que personne d'autre ne peut entendre. Dormez bien. Le mystère attend. Et il est patient. Il attend depuis le début de l'univers, il attendra aussi longtemps qu'il le faudra. Parce que la question de ce qui se passe après la mort est en réalité la question de ce qui se passe pendant la vie. Et la réponse à cette question, nous l'écrivons ensemble, chaque jour, chaque seconde, chaque battement de cœur, jusqu'au dernier. Explorons maintenant les religions abrahamiques avec la profondeur qu'elles méritent, parce que 4 milliards de personnes vivent leur vie selon ces réponses à la question de ce qui se passe après la mort. Le christianisme, la plus grande religion de la planète avec environ 2,4 milliards d'adhérents, a sa structure théologique entière construite autour d'un seul événement. Une mort et ce qui a suivi.
L'affirmation centrale est qu'un homme crucifié par les autorités romaines est ressuscité des morts 3 jours plus tard. Cet événement n'est pas traité comme une métaphore ou un enseignement spirituel. Dans la doctrine chrétienne dominante, c'est un événement historique. Et cet événement, croient les chrétiens, a changé la nature de la mort pour toujours. À cause de la résurrection, le christianisme enseigne que la mort n'est la fin pour personne. Lors du second avènement, tous les morts seront ressuscités. Pas seulement leurs âmes, leur corps. C'est la doctrine de la résurrection corporelle. La promesse n'est pas seulement la survie spirituelle, c'est la restauration physique, un nouveau corps, un corps glorifié, un corps libéré de la maladie, de la décrépitude et de la mort. Les justes reçoivent la vie éternelle en la présence de Dieu. Les injustes sont séparés de Dieu de manière permanente. La nature précise de cette séparation varie énormément selon les traditions chrétiennes. L'islam, la deuxième plus grande religion du monde avec environ 1,9 milliard d'adhérents, possède l'une des eschatologies les plus détaillées de toute religion mondiale. Au moment de la mort, l'âme entre dans un état intermédiaire appelé le barzakh. Ce n'est pas la destination finale, c'est une salle d'attente. Dans la tombe, 2 anges visitent le défunt et posent 3 questions. Le barzakh continue jusqu'au jour du jugement, quand toutes les âmes sont ressuscitées et amenées devant Dieu pour la comptabilité finale. Les actes de chaque personne sont enregistrés dans un livre. Le livre est ouvert et les actes sont pesés sur une balance cosmique appelée le mizan. Bonnes actions d'un côté, péchés de l'autre. Le parallèle avec la pesée du cœur égyptienne est frappant. Après la pesée, les morts doivent être traversés à Sirat, un pont sur les feux de la punition. Le pont est décrit comme plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Les justes le traversent avec facilité. Les méchants trébuchent et tombent. Le paradis en islam est appelé Jannah, des jardins sous lesquels coulent des rivières d'eau, de lait, de miel et de vin qui n'enivrent pas, des fruits de toutes sortes, des vêtements de soie, la réunion avec les êtres aimés et la plus grande récompense de toutes, voir la face de Dieu. Le judaïsme, la plus ancienne des 3 traditions abrahamiques, prend une approche notablement différente. Là où le christianisme et l'islam fournissent des cartes élaborées de l'au-delà, le judaïsme décline largement d'en dessiner une. La Bible hébraïque contient remarquablement peu de références à ce qui se passe après la mort. L'accent du judaïsme est constamment sur comment vivre, pas sur cartographier l'au-delà. Il y a une attitude talmudique célèbre qui capture cela parfaitement. Nous avons reçu la Torah pour ce monde. Laissons Dieu s'occuper du suivant. Maintenant, considérez les 3 traditions ensemble. Malgré leurs différences théologiques, les similitudes structurelles sont remarquables. Toutes 3 comportent un jugement moral après la mort. Toutes 3 incluent un état intermédiaire entre la mort et le règlement final. Toutes 3 décrivent une pesée ou une évaluation des actes. Toutes 3 promettent un paradis pour les justes et des conséquences pour les méchants. Et toutes 3 reposent sur la même fondation culturelle proche orientale qui produisit la salle de maths égyptienne des milliers d'années avant que l'une d'entre elles n'existe. Les balances d'Anubis et le mizan de l'islam. Les confessions négatives et le jugement dernier. Le chant des roseaux et le jannah. Les motifs riment à travers les millénaires. Il y a 2 explications possibles pour cette convergence extraordinaire à travers les cultures. La première est neurologique. Si le cerveau mourant génère un ensemble cohérent d'expériences, comme les études sur les ondes gamma et la recherche sur les expériences de mort imminente, le suggèrent, alors chaque culture encode simplement le même événement biologique dans un langage symbolique différent. Le tunnel est universel parce que le nerf optique dysfonctionne de la même manière dans chaque cerveau humain. La revue de vie
est universelle parce que l'hippocampe s'active de la même manière dans chaque cortex mourant. Les êtres de lumière sont universels parce que les sursauts gamma dans la jonction temporopariétaux occipital produisent les mêmes expériences quel que soit le cadre culturel. La seconde explication est qu'elles décrivent toutes quelque chose de réel. Quelque chose qui existe au-delà de la culture, au-delà de la biologie, au-delà de la structure physique du cerveau. Quelque chose que chaque civilisation humaine a entrevu au seuil de la mort et a essayé de capturer dans le mythe, le rituel et l'architecture sacrée. Nous ne pouvons pas encore déterminer quelle explication est correcte, mais le motif est là, et il ne s'arrête pas au monde ancien. Les 3 plus grandes religions de la Terre aujourd'hui, suivies par plus de 4 milliards de personnes, partagent davantage avec les traditions anciennes que la plupart des croyants ne le réalisent. Et au milieu de tout cela, la science avance. Le projet financé par les National Institutes of Health pour étudier la lucidité terminale chez 500 patients atteints de démence terminale avec des dispositifs EEG vidéo à domicile pour capturer l'activité cérébrale avant, pendant et après les épisodes lucides, est en cours. Le but est de déterminer si les épisodes de lucidité sont corrélés avec des biomarqueurs électrocorticaux spécifiques, des signatures cérébrales mesurables qui pourraient non seulement expliquer la lucidité terminale, mais potentiellement être utilisées comme cible thérapeutique pour le traitement de la démence. Pensez à ce que cela signifie. Si la lucidité terminale peut être comprise mécanistiquement, si nous pouvons identifier ce que le cerveau fait pour se restaurer temporairement, nous pourrions être capables de déclencher ce processus délibérément. Nous pourrions être capables de rendre aux personnes atteintes de démence sévère leurs esprits, même brièvement. Nous pourrions être capables de les laisser dire au revoir. La science de la mort pourrait devenir une thérapie pour les vivants. Et les théories quantiques de la conscience, bien que controversées, continuent de générer des prédictions testables et d'accumuler du soutien expérimental. La découverte que les microtubules jouent un rôle actif dans le maintien de la conscience, que des effets quantiques se produisent dans des systèmes biologiques à température ambiante, et que l'information quantique ne peut pas être détruite, ouvre une fenêtre sur une compréhension de la conscience qui va bien au-delà du matérialisme traditionnel. Le biocentriste, qui proposa que l'univers émerge de la conscience, plutôt que l'inverse, combina cela avec l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique. Dans ce cadre, chaque événement quantique fait que l'univers se divise en multiples branches, chacune représentant un résultat possible différent. Quand vous mourrez dans une branche du multivers, la conscience continue simplement dans une autre branche où vous êtes encore vivant. La mort est réelle pour le corps. Elle ne l'est pas pour la conscience. Du point de vue de l'observateur, du point de vue de l'esprit, la mort ne se produit jamais. Il trouva du soutien pour cette idée dans une lettre d'un des plus grands physiciens de l'histoire, qui écrivit que la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est aucune illusion obstinément persistante. Ce sont des idées vertigineuses, et elles restent controversées. Mais elles partagent quelque chose avec les traditions les plus anciennes de l'humanité. L'intuition que la mort n'est pas ce qu'elle semble être, que quelque chose continue, que le rideau qui tombe à la fin de la pièce n'est pas la fin de l'histoire. Nous sommes arrivés à la fin de cette exploration, ou peut-être au début de quelque chose que nous ne pouvons pas encore nommer. Nous avons voyagé depuis le scanner cérébral d'un vieil homme en Estonie jusqu'au sursaut gamma de cerveau mourant au Michigan. Depuis les salles d'opération où des survivants d'arrêt cardiaque décrivent des choses qu'ils n'auraient pas dû pouvoir voir, jusqu'au laboratoire où une molécule nommée DMT surgit dans les cerveaux au seuil de la mort. Depuis les réveils impossibles de patients Alzheimer jusqu'aux cartes de l'au-delà dessinées par les Égyptiens, les Tibétains, les Nordiques, les Grecs et les fidèles des 3 grandes religions monothéistes.
depuis le problème difficile de la conscience jusqu'aux vibrations quantiques dans les microtubules d'un cerveau humain. Depuis un biologiste qui dit que la mort est une illusion, jusqu'au fait simple et indéniable que chaque atome de votre corps appartiendra un jour à autre chose. Et au bout de tout ce voyage, la seule chose honnête à dire est celle-ci. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas si la conscience peut exister indépendamment d'un cerveau fonctionnel. Nous ne savons pas si les expériences de mort imminente sont des fenêtres sur quelque chose de réel ou des artefacts sophistiqués d'un cerveau en crise. Nous ne savons pas si le soi survit, et nous ne savons pas ce qu'est véritablement la conscience. Mais nous savons ceci. Le cerveau mourant ne s'éteint pas, il s'illumine. Le DMT est endogène et ses niveaux montent pendant la mort. La lucidité terminale est réelle. Chaque civilisation humaine a décrit un au-delà avec les mêmes structures fondamentales. Le problème difficile de la conscience reste non résolu. L'information quantique ne peut pas être détruite. Et chaque atome de votre corps a été forgé dans une étoile mourante et continuera d'exister sous une forme ou une autre pour toujours. Que la mort soit une porte, un mur ou un miroir, le fait que votre conscience existe en ce moment même est l'événement le plus improbable et le plus inexpliqué de l'univers connu. Et quoi qu'il vienne ensuite, vous étiez ici. Vous avez existé. Vous vous êtes émerveillé. Et dans un univers très largement inconscient, c'est extraordinaire. Les étoiles dont vous êtes fait brilleront longtemps après vous. La chimie dont vous êtes composé continuera son cycle infini. Et peut-être, quelque part dans les dernières secondes, dans le feu d'artifice final du cerveau, dans la symphonie gamma qui accompagne chaque départ, quelque chose de vous persiste. Non pas dans les atomes, pas dans le sol, pas dans les plantes qui pousseront là où vous reposez, mais dans le tissu même de la réalité. Dans les vibrations quantiques qui ne peuvent pas être détruites. Dans l'information qui, selon les lois les plus fondamentales de la physique, est toujours quelque part. Dormez bien. Et quand vous vous réveillerez demain, rappelez-vous que le simple fait de vous réveiller, que la conscience se rallume après 8 heures d'obscurité, est le même mystère que tout ce que nous avons exploré ce soir. Chaque matin est une petite résurrection. Chaque rêve est un petit bardeau. Chaque respiration est un rappel que vous êtes ici, maintenant, vivant, conscient, fait de poussière d'étoiles et de mystères. Et cela suffit. Pour l'instant, cela suffit. Le Bardo Thodol, connu en Occident comme le livre tibétain des morts, est l'un des textes spirituels les plus extraordinaires jamais composés. Il n'est pas lu en silence. Il est lu à voix haute. Un lama ou un membre de la famille s'assied à côté du mourant et récite le texte pendant que la personne prend ses derniers souffles, puis continue à lire pendant des heures ou des jours après la mort. Parce que dans la tradition bouddhiste tibétaine, la personne peut encore entendre. La conscience ne se termine pas au moment de la mort. Elle transite. Elle entre dans un espace entre une vie et la suivante. Cet espace est le bardo. Le mot lui-même signifie « état intermédiaire ». Et selon le texte, le bardo est le moment le plus important de toute l'existence. C'est le moment où la libération du cycle de la naissance et de la mort est possible. Si vous reconnaissez ce qui se passe, si vous comprenez ce que vous voyez. Si vous ne le faites pas, vous êtes tiré en arrière dans une autre vie, un autre corps, un autre tour de souffrance et d'oubli. Le modèle tibétain de la mort est fondamentalement différent du modèle égyptien. En Égypte, l'au-delà était un voyage physique à travers un monde souterrain physique. Vous combattiez des monstres, vous traversiez des rivières, vous prononciez des mots de passe. Les dangers étaient externes. Dans le système tibétain, l'au-delà est entièrement interne. Tout ce que vous expérimentez après la mort est une projection de votre propre esprit. Les dieux ne sont pas de vrais dieux. Les démons ne sont pas de vrais démons. Ce sont votre propre conscience réfléchie vers vous
avec une clarté terrifiante. La conscience passe par 3 étapes, 3 bardos. Le premier est le bardo du mourir. C'est le processus de la mort lui-même, décrit en détail extraordinaire. À mesure que le corps s'éteint, les éléments se dissolvent en séquence. La terre se dissout dans l'eau. Vous vous sentez lourd, comme si vous couliez dans le sol. L'eau se dissout dans le feu. Votre bouche s'assèche. Le feu se dissout dans l'air. Votre chaleur corporelle s'estompe. L'air se dissout dans la conscience. Le souffle s'arrête. Et puis, au moment exact de la dissolution finale, la lumière claire apparaît, la nature fondamentale de la réalité elle-même. Pure conscience, lumineuse, vide, sans limite. Si vous la reconnaissez, vous êtes libéré sur le champ, mais presque personne ne la reconnaît parce qu'elle est terrifiante dans son immensité. Alors l'esprit recule et le deuxième bardo commence. Des visions de divinités paisibles apparaissent d'abord, irradiant une lumière éblouissante. Puis, des divinités courroucées, les mêmes êtres éveillés, mais portant des masques de férocité. Des crocs, des flammes, des armes, des crânes remplis de sang. Et l'enseignement critique est que rien de tout cela n'est réel. Ce sont toutes des projections de votre propre conscience. Si vous les reconnaissez comme des projections, la libération est encore possible. Si la peur prend le dessus, vous êtes poussé dans le troisième bardo, celui du devenir, où la conscience est confuse et effrayée, soufflée par les vents du karma accumulé, tirée vers une nouvelle naissance. Comparez maintenant ces descriptions avec ce que nous savons de la neuroscience et de la recherche psychédélique. La dissolution du soi. L'expérience du DMT commence par la dissolution complète de l'ego, exactement comme le bardo du mourir décrit la dissolution des éléments. Une lumière aveuglante et écrasante. Les utilisateurs de DMT et les survivants d'expériences de mort imminente décrivent tous deux rencontrer une lumière d'intensité et de beauté impossible. La lumière claire du bardo. Des rencontres avec des êtres. Les utilisateurs de DMT rapportent constamment rencontrer des entités, des présences, des êtres d'un pouvoir et d'une intelligence extraordinaire. Les divinités paisibles et courroucées du bardo. Un sentiment de réalité ultime. À travers toutes ces expériences, les gens rapportent un sentiment que ce qu'ils voient est plus réel que le monde éveillé. Pas moins réel. Plus. Les Nordiques avaient leur propre vision, brutale et magnifique. Quand un guerrier nordique mourait au combat, les Valkyries venaient, des femmes belles et terrifiantes qui chevauchaient des chevaux ailés à travers le champ de bataille et sélectionnaient les plus braves des tombés. La moitié allait au Valhalla, la grande salle d'Odin. L'autre moitié allait à Folkvangr, le champ de la déesse Freya. Le Valhalla était immense, ses chevrons étaient faits de lances, ses tuiles de toit étaient des boucliers dorés. Chaque jour, les guerriers du Valhalla se battaient entre eux à mort. Chaque soir, les morts se relevaient, guéris, et s'asseyaient pour un festin sans fin. Ce n'était pas le paradis, c'était l'entraînement. Ils se préparaient pour le Ragnarök, la bataille finale. Et ils savaient qu'ils perdraient. L'au-delà nordique était unique parce qu'il était organisé non pas autour de la moralité, mais autour de la manière de mourir. Il n'importait pas que vous soyez gentil ou cruel. Ce qui importait était comment vous étiez mort. Un guerrier tombé au combat allait au Valhalla. Un fermier mort de vieillesse allait à Elle. La même personne, selon son moment final, pouvait finir dans l'un ou l'autre lieu. Les Grecs construisirent une bureaucratie souterraine. 3 juges évaluaient la vie des morts et les assignaient à l'Élysée pour les héros, aux prairies d'Asphodèle pour les ordinaires, ou aux Tartares pour les véritablement méchants. Sisyphe poussait son rocher en haut de la colline pour toujours. Tantale se tenait dans un bassin d'eau sous des branches chargées de fruits, mais l'eau reculait quand il se penchait pour boire et les fruits s'éloignaient quand il tendait la main.
proximité éternelle de ce que vous désirez, refus éternel. Et à travers toutes ces traditions, les mêmes motifs architecturaux reviennent, un voyage, un guide, un jugement, des destinations multiples, et l'importance des rites funéraires accomplis par les vivants. Des pièces pour Charon, des offrandes pour le cas, des prières lues à haute voix dans le bardo, des funérailles nordiques. Ces motifs précèdent tout contact entre les cultures. Les Aztèques ne rencontrèrent jamais les Égyptiens. Les aborigènes australiens ne rencontrèrent jamais les Grecs. Les Nordiques ne rencontrèrent jamais les Hindous. Et pourtant, tous arrivèrent à la même architecture fondamentale de l'au-delà. La convergence est soit la preuve que le cerveau mourant produit une expérience universelle, que les cultures habiles de costumes différents, soit la preuve que quelque chose de véritablement réel existe au-delà de la mort, et que chaque civilisation en a eu un aperçu. Nous ne pouvons pas trancher, mais le motif est indéniable. Et nous sommes maintenant équipés pour rassembler tous les fils de cette exploration en une seule tapisserie. Les données neuroscientifiques montrent que le cerveau mourant est extraordinairement actif. Le DMT est endogène, et ses niveaux augmentent pendant la mort. La lucidité terminale défie le modèle matérialiste standard de la conscience. Les expériences de mort imminente contiennent des perceptions vérifiées qui ne peuvent pas être facilement expliquées par l'activité neurale seule. Les traditions du monde entier décrivent le même schéma fondamental. La théorie quantique de la conscience offre un cadre dans lequel l'information qui constitue la conscience ne peut pas être détruite. Et la première loi de la thermodynamique garantit que l'énergie qui est vous continuera d'exister sous une certaine forme pour toujours. Aucune de ces observations ne prouve que la conscience survit à la mort du corps. Mais ensemble, elles créent un tableau qui est bien plus complexe et bien plus intrigant que le simple interrupteur que la plupart des gens imaginent. La mort n'est pas un événement binaire. C'est un processus que le cerveau semble avoir anticipé et préparé. Un processus que les traditions humaines ont cartographié pendant des millénaires. Un processus que la science commence tout juste à comprendre. Et au cœur de tout cela, il y a vous, votre conscience. Le fait inexplicable et miraculeux qu'il y a quelque chose que c'est que d'être vous, que vous existez, que vous pensez, que vous ressentez, que vous aimez et souffrez et vous émerveillez et craignez, que vous êtes en ce moment même l'univers devenu conscient de lui-même. La question de ce qui se passe après la mort est en réalité la question de ce que vous êtes. Et cette question, la science ne l'a pas résolue, la religion ne l'a pas résolue, la philosophie ne l'a pas résolue, et peut-être qu'elle ne sera jamais résolue. Peut-être que la conscience est le mystère qui contient tous les autres. Le point aveugle au centre de notre vision que nous ne pouvons pas examiner directement, précisément, parce que c'est ce avec quoi nous examinons tout le reste. Mais le mystère ne devrait pas nous effrayer. Il devrait nous émerveiller. Parce que dans un univers de 14 milliards d'années, fait de matière et d'énergie et de vide et de silence, le simple fait que quelque chose comme la conscience existe est le plus grand miracle de tous. Et ce miracle, vous l'incarnez en ce moment même. Chaque seconde de votre vie consciente est un prodige que ni la physique ni la biologie ne peuvent entièrement expliquer. Dormez bien. Les étoiles dont vous êtes faits ont brûlé pendant des milliards d'années pour vous amener ici. Et quoi qu'il arrive ensuite, que ce soit le noir ou la lumière, le silence ou la symphonie, le néant ou l'infini, vous avez existé. Vous avez posé la question. Et cela, dans un univers qui ne devait rien à personne, est la chose la plus extraordinaire qui se soit jamais produite. Jusqu'au dernier souffle, et peut-être au-delà.